Alors dans cette partie, on va réintroduire la notion de travail mécanique et notamment le travail mécanique des forces de pression. Alors, on introduit ce que c'était que la pression et on va voir que celui-ci va pouvoir s'exprimer en fonction des variations de volume au niveau de l'interface entre le système et le milieu extérieur. Alors justement, ici on va essayer de définir un petit peu ce qu'on entend par pression extérieure. Alors, on commence par définir notre système. On dit que le système, c'est l'ensemble du gaz qui est coincé dans un cylindre avec un piston qui est exercé dessus. Donc vous avez votre gaz. On va supposer que la masse du piston est négligeable devant la pression extérieure. Donc on a que la masse du piston est très inférieure à P0S sur G. Donc, vous savez que P0S c'est une force, G c'est l'accélération de la pesanteur. Donc si on divise une force par l'accélération de la pesanteur par une accélération, on obtient bien une masse. Donc ça, c'est la masse équivalente en fait à toute l'atmosphère qui est en train d'appuyer sur votre petit cylindre. Et puis donc, si le petit piston il est de masse négligeable devant 10 km d'air, effectivement, l'approximation est correcte. Et on verra, hein, je vous rappelle que la pression atmosphérique, ça correspond à 1 kg par centimètre carré. Donc ça correspond à 1 kg sur un truc qui est tout petit comme ça. Donc c'est assez impressionnant. Et donc on a le gaz qui est à une pression PI, en fait qui vaut P0, si on a un équilibre mécanique à cet endroit-là, en disant que le piston est à l'équilibre, donc son accélération est nulle, on a PI fois S selon EZ, on va mettre Z vers le haut. On a une force de pression vers le bas qui est exercée par l'atmosphère, et donc on doit avoir cette égalité-là, pas oublier la petite flèche, pour que ce soit bien homogène vectoriellement parlant. Et puis vous voyez, vous en déduisez tout de suite que la pression initiale de votre gaz doit être égale à P0. Donc on sait qu'on a une pression initiale à P0. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on rajoute en fait une masse M sur votre système? Eh ben, on va arriver jusqu'à un nouvel état d'équilibre pour lequel le piston s'est légèrement enfoncé, la pression à l'intérieur du gaz va augmenter et vous avez que la pression finale va être égale, de même calcul que ce qu'on a déjà fait, à P0 plus mg sur S. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la pression extérieure. En fait, à partir du moment où cette masse est posée, vous exercez sur le piston une force globale qu'on peut assimiler à une force de pression si on divise par la surface. Et ce qui reste, enfin, l'effet de cette division, de ce rapport, c'est la pression extérieure. Et votre système va évoluer jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre la pression interne et la pression externe. Donc ça, c'est quand on regarde toutes les forces qui s'exercent sur votre système de l'extérieur, c'est la force par unité de surface. Donc la pression externe, force par unité de surface. Qui s'exerce sur la frontière de votre système. Donc c'est pas forcément une pression en tant que telle, dans le sens c'est un gaz qui exerce une pression sur votre piston, c'est une pression aussi simplement, par exemple quand vous êtes à une porte et que vous appuyez dessus, vous exercez une pression sur la porte, et parce que vous avez une force que vous exercez sur la porte, et si vous divisez par la surface de la force, ça vous donne la pression supplémentaire. Donc ça, c'est le concept de pression extérieure, la notion de pression extérieure qui peut apparaître là-dedans. Alors, quand on regarde maintenant l'expression du travail élémentaire de ces forces de pression, delta W, des forces de pression. Alors là, tout de suite, un beau platane. Il faut faire attention que la plupart des exercices, le seul travail va être le travail des forces de pression. Donc on va dire delta W égale, et puis la formule qui correspond.
Et on va avoir tendance au fur et à mesure du temps d'oublier qu'est-ce qui se passe, d'oublier le fait que c'est juste un travail des forces de pression. Et donc si on a autre chose, une force qui n'est pas assimilable à une force de pression, dans le sens où elle ne s'exerce pas sur la surface de contact, mais c'est une force à distance par exemple, ou c'est une force électrique, n'importe quoi, on va se retrouver avec quelque chose qu'il va falloir rajouter et penser à rajouter. Alors même que jusqu'à présent, on aura toujours appliqué la formule presque sans y réfléchir de nouveau. Bon alors, comment est-ce qu'on calcule ce travail élémentaire des forces de pression? Alors on va commencer par dessiner notre système. Alors on va le mettre, à l'horizontale. Donc j'ai mon cylindre qui est comme ça. Et j'ai le piston qui se retrouve à cet endroit-là. On va prendre l'axe des X dans ce sens-là. Vous avez donc une pression extérieure qui s'exerce sur l'ensemble de cette surface, donc indépendamment du fait que cette pression peut être causée par une masse qui est posée, par quelqu'un qui est en train de pousser, ou par effectivement un autre gaz qui exerce une vraie pression dans le sens qu'on entend pour les fluides. Le travail reçu par mon système, donc dans lequel j'introduis, je mets le piston en particulier pour simplifier un petit peu les choses. Donc le travail reçu par le système, par définition, c'est la force extérieure scalaire, le petit déplacement du système. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en mécanique, hein, donc on repart de la définition mécanique d'un travail sans aucun souci. Alors la force extérieure, elle va s'exercer dans ce sens-là, et votre force extérieure, du coup, elle va être en moins Px S selon Ex. Résultat, et puis mon vecteur déplacement, étant donné que je peux me déplacer juste selon l'horizontale, mon vecteur déplacement, ça va être du dx. Souvenez-vous, même si ça se déplace vers la gauche, mon dx sera négatif, mais mon déplacement c'est toujours plus dx. C'est plus un truc négatif selon Ex. Si ça se déplace vers la droite, dx sera positif. Après, ça dépend entièrement, hein. On imagine souvent les trucs qui appuient, mais si la pression est plus forte là, bah, ça va se déplacer plutôt vers la droite. Donc pour le moment, je ne sais pas de quel sens ça se déplace, donc je prends un déplacement algébrique dx. Donc quand je fais le produit scalaire, Ex scalaire Ex ça fait 1, vous voyez qu'il y a un moins qui est là, donc je me retrouve avec du moins Px fois S dx. Et ce S dx, c'est la variation de volume de votre système. Ou plus exactement, c'est le volume balayé par votre paroi. Il est positif si vous avez une expansion, si le système a tendance à pousser vers l'extérieur. Il est négatif si jamais vous avez une contraction du système, mais c'est le volume balayé par donc ça, ce dV, c'est volume balayé par la paroi mobile, balayé, volume algébrique, hein, positif ou en négatif selon le sens dans lequel vous le balayé par la paroi mobile. Et normalement, la définition, c'est ça, et de temps en temps, il peut y avoir des exercices où c'est important de revenir à cette vraie définition, et c'est souvent, très très souvent confondu avec la variation de volume globale du système. Donc ça sera important de faire cette assignation parce que ça nous permettra de simplifier pas mal de calculs. Mais si jamais vous avez un exercice où il semble sortir un paradoxe, ça arrive assez souvent en thermodynamique, il faut revenir à la définition et se dire non, non, c'est pas forcément la variation de volume du système, c'est le volume qui est balayé par la paroi. Et vérifier si par hasard, dans le cas particulier où vous êtes, où vous obtenez un paradoxe, il n'y a pas une différence entre le volume qui est balayé par la paroi, de ce qui vous intéresse, et la variation effective de volume de votre système. Donc ça, c'est la chose à regarder. On n'aura que
à retenir, le travail élémentaire, ça va être moins la pression extérieure multipliée par, le plus souvent, la variation de volume du système, ou sinon, de manière rigoureuse, le volume balayé par la paroi mobile. Remarque, delta W est négatif si dV est positif. Ça, c'est normal. Vous avez un gaz qui est en train d'essayer de s'étendre. Bah, pour essayer de s'étendre, il faut qu'il repousse tous ceux qui sont aux alentours et donc que lui fournisse un travail mécanique à l'extérieur. Donc, le delta W, c'est le travail reçu par le système, donc par sigma. C'est ce delta W. Il est négatif. Ça veut dire que si le système est en expansion, c'est lui qui fournit du travail mécanique à l'extérieur pour réussir à faire sa place. Il est obligé de pousser les parois. C'est lui qui fournit du travail mécanique au reste du monde, donc à l'extérieur. Au contraire, si delta W est positif, soit dV négatif, vous avez le système qui est en train de comprimer, d'être comprimé, le système reçoit effectivement un travail mécanique pour le forcer à se comprimer. Donc à prendre moins de place au niveau qui vous intéresse. Alors, ça je l'ai fait juste sur un axe. En fait, ça se généralise. Si vous avez votre système qui a un dV là, donc selon le sens dans lequel vous allez de là à là ou de là à là, il sera positif ou négatif, votre dV. Donc là vous avez la frontière AT, là vous avez une frontière AT plus DT. Alors on va pouvoir écrire que le travail des forces extérieures de pression, c'est moins la pression extérieure multipliée par la variation de volume, même si on n'est pas dans cette configuration-là avec un cylindre sur un seul axe. C'est assez facile de voir que ça généralise quel que soit l'axe. On regarde sur des petits bouts et puis on regarde. Alors par contre, à condition, quand même, à condition que la pression extérieure soit uniforme sur toute la surface considérée, donc sur toute la paroi mobile. C'est exactement le même problème qu'avec les flux en électromagnétisme en induction. Hein. Si vous avez un B qui est le même partout, cette fois-ci il suffit de multiplier par la surface. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir découper en petites tranches ou en petits bouts pour lesquels effectivement le B est uniforme, ou là en l'occurrence la pression est uniforme. Donc si jamais vous avez un système pour lequel la pression n'est pas uniforme et que vous avez un calcul de travail mécanique à faire, bah là il va falloir se retrousser les manches et puis redécouper votre système et puis calculer les petites variations, les petites avancées, et on ne pourra pas utiliser cette formule-là. Mais cette formule-là, c'est quand même une formule qui est extrêmement courante, extrêmement utile et qu'on va utiliser très très souvent lors de nos calculs. Ok, alors ça c'est bon. Donc en petit c, si jamais on n'a pas un travail élémentaire, donc travail des forces de pression, lors d'une transformation finie. Alors ces transformations finies, dans le sens non infinitésimal, transformation finie, c'est-à-dire non élémentaire.
et pas dans le sens non infini, transformation infinie, ça n'a pas tellement de sens déjà en soi. Travail des forces de pression lors d'une transformation finie. Alors, un petit détail, juste avant, mais important quand même, très important. Je vous ai déjà embêté avec. C'est-à-dire que quand on a défini le travail, j'ai déjà mis un petit delta. Et je vous ai dit, attention, m'écrivez jamais DW. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on le somme quand même. Oui, mais non. Delta W parce que on va montrer que ça dépend du chemin suivi. Ça dépend de la manière de faire la transformation. Et on avait déjà ça, hein, le travail pour une force conservative, ça pouvait s'écrire moins DEP pour la différentielle de l'énergie potentielle. Et là, pareil, ce truc-là va s'écrire avec une différence de volume, parce que le volume, c'est un truc qui ne dépend pas du chemin suivi. Quand je vais d'un volume initial à un volume final, bah, j'ai une variation, bah, j'ai toujours la même chose. Ça dépend juste du volume initial et du volume final, ça ne dépend pas de la manière dont j'y vais. Par contre, le résultat de ce calcul-là, ça va dépendre si vous êtes sur une isotherme, si vous êtes sur une isobare, si vous faites encore une autre transformation, une isentropique par exemple. Donc ça va dépendre de la manière dont vous allez aller du volume initial au volume final. Donc là, c'est important d'avoir ce petit delta. Bon alors, on va justement ici, on va d'un volume initial à un volume final par une transformation pour lesquels le gaz est soumis à une pression extérieure, une pression extérieure au niveau de sa frontière. Donc on va de VI à VF avec Px exercé sur la frontière du gaz. Et donc, on va calculer le travail en disant que c'est la somme de l'état initial à l'état final de tous les petits travaux. Donc là, je pars de petits travaux élémentaires. Et là, je me retrouve avec la somme de l'état initial à l'état final des moins Px dV. Et donc là, j'ai du volume initial au volume final. C'est ça qu'il va falloir, dans le cas général, essayer de calculer. Et si vous savez comment la pression extérieure change en fonction du volume balayé au niveau de la frontière, et donc du volume, en règle générale, de la variation de volume de votre système, vous avez gagné et vous pouvez essayer de trouver à quoi ça correspond. Alors, sur l'exemple de M rajouté, la masse qui a été rajoutée sur le cylindre. Vous partez d'un état initial qui était là, vous avez rajouté votre masse M, et puis on a une évolution jusqu'à un état final où votre masse M est là. Donc là, on avait la pression initiale, on arrive à la pression finale. Là, il y avait du P0, et puis vous avez qu'à tout moment, Px, ça valait P0 plus mg sur S, c'est-à-dire que la pression exercée du fait de cette masse est plus élevée que simplement la pression atmosphérique ambiante, et elle est constante. Lors de cette transformation, à partir du moment où vous avez posé la masse, vous exercez une force constante sur votre système. Alors il peut y avoir des oscillations, il peut y avoir des trucs, mais moi ce qui m'intéresse c'est juste comment est-ce que je vais arriver jusqu'au bout. Donc si je calcule le travail, c'est la somme des moins PdV moins Px dV. Px il est constant, donc je peux le sortir, donc ça me fait du moins Px fois le volume final moins le volume initial. Et donc, je suis capable, comme ça, de calculer l'évolution du travail. Après, ce sera différent si vous imposez une force qui augmente petit à petit sur votre piston, ou alors, justement, si vous mettez des grains de sable qui se déposent sur le piston, parce que, au fur et à mesure, la force augmente, donc la pression extérieure change en fonction du volume que vous avez de votre système, et il va falloir le prendre en compte. Alors, vous l'avez compris, ce qui est important là-dedans, c'est de regarder au niveau de la frontière. Parce que la frontière de votre système, c'est le lieu
des échanges, c'est l'endroit où se font les échanges d'énergie, ici sous forme mécanique, et puis bien sûr on verra aussi sous forme thermique, avec le milieu extérieur. Donc là, c'est important de bien choisir sa frontière. Donc, attention, bien choisir sa frontière. Son système et sa frontière. Alors, on va faire un petit exemple. On prend une boîte avec du gaz et là du vide, et puis vous avez une paroi en verre. Paroi en verre qui pour le moment tient la différence entre le gaz et le vide. Et là vous avez le cylindre extérieur est de volume constant, il est indéformable. À t égale 0, vous cassez la paroi en verre. Et donc, à l'état final, vous allez vous retrouver avec du gaz partout. Question, quel est le travail mécanique qui a été reçu par le gaz lors de cette évolution? Alors là, deux choix. Premier choix, mon système, c'est le gaz plus le vide, plus le verre. Donc en gros, mon système, c'est tout ça. Ok? Donc le système, c'est tout ça. Je calcule le travail. La pression extérieure, c'est la pression atmosphérique qu'il y a à l'extérieur du cylindre. Donc Px, c'est égal à P0. Je calcule le travail, c'est moins l'intégrale de P0 dV entre le volume initial et le volume initial, puisque le volume de la boîte, il n'a pas changé. Elle est indéformable. Donc, c'est égal à 0. Le système, gaz plus vide plus verre, donc finalement le gaz, n'a reçu aucun travail dans l'affaire. Deuxième choix, on va prendre comme système juste le gaz. Bon, si on choisit juste le gaz dans notre système, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, mon système, il est là. La frontière, elle est à cet endroit-là. Donc à partir du moment où j'ai cassé le verre, il joue plus, il tombe, il n'intervient pas dans l'histoire. Quelle est la pression extérieure imposée sur votre gaz? La pression extérieure, c'est la pression du vide. Et la pression du vide, elle est nulle. Si la pression du vide, elle est nulle, le gaz, il change bien de taille. Il va d'un volume initial à un volume final. Le volume initial, c'est le volume en rouge, et le volume final, ça va être le volume en bleu derrière. Ça occupe tout le volume total, donc le V0 d'avant. Mais la pression extérieure est nulle. Et étant donné que intégrer 0, une fonction nulle sur ce que vous voulez comme un intervalle fini, ça vous donnera toujours 0, et donc vous obtenez que aussi le travail reçu par le gaz est nul. Donc on se retrouve avec le même résultat, ce qui est normal, quelle que soit la manière dont on le calcule, ça doit donner la même chose. Alors là, c'est vraiment juste le travail reçu par le gaz, puisque qu'on prenne le gaz plus le vide plus le verre, là il faudrait mettre le verre aussi, le vide ne peut pas recevoir, étant donné qu'il est vide, il n'y a rien pour réceptionner quoi que ce soit, et donc vous ne pouvez pas recevoir de travail mécanique non plus, du moins en thermodynamique classique. Donc on n'a pas de souci ici, il faut bien faire attention à la manière dont on va définir nos frontières. Bon. Alors maintenant qu'on a ça, on va essayer de calculer des travaux pour un certain nombre de cas particuliers. Alors les cas particuliers, il ne faut pas les ressortir comme ça, il faut savoir les recalculer. Donc ce qui est important ici, c'est la méthode pour obtenir le résultat. Après, si dans un coin de votre esprit, vous vous souvenez à peu près de la tête que ça a, ce sera plus facile pour vérifier que vos calculs, vous n'êtes pas trompé quelque part. Il faut savoir les refaire, ça c'est vraiment, vraiment important à ce niveau-là. Donc cas particulier de la transformation mécaniquement réversible.
Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de transformation réversible, une transformation mécaniquement réversible. C'est pas une transformation réversible, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'elle est réversible que d'un point de vue mécanique. Donc, on va tout de suite donner une petite définition et on va voir que très rapidement, notamment dans les exercices, ce mécaniquement réversible va se transformer en quasi statique parce que c'est plus rapidement à écrire, plus rapide à écrire certainement. Mais bon, voilà, ça fait partie des travers historiques avec lesquels il faut vivre parce que d'un point de vue pratique, on arrive quand même à voir comme de toute façon, d'un point de vue pratique, il n'y a jamais rien qui est ni quasi statique, ni réversible, ni mécaniquement réversible. On est toujours dans l'aspect des modèles, et puis bon, si on se trompe un peu sur la définition du modèle, étant donné que de toute façon, il ne sera pas applicable tel quel, c'est pas vraiment très grave. Alors, une transformation ou une évolution est dite mécaniquement réversible si à tout instant la pression P du fluide est environ égale à la pression extérieure. Alors vous voyez déjà que cet aspect environ égal, alors pourquoi est-ce que ça doit être environ égal? Parce que si c'était strictement égal, il n'y aurait pas de force, donc il n'y aurait pas de mouvement, ça ne bougerait pas. Mais il ne faut pas que ce soit très différent, parce que sinon la force, l'évolution est brusque, et puis du coup ce sera plus gentiment, ça bougera plus doucement, ce sera plus quasi statique. Donc on va prendre un truc qui est presque égal, il y a une petite différence qui du coup va vous emmener dans un sens, dans l'autre, et puis on a quand même que, allez hop, c'est au vu des valeurs des pressions, on va pouvoir approximer l'un à l'autre de manière, de toute façon, au niveau des mesures, on ne pourra pas faire un petit peu, enfin mieux que ça. Alors, d'un point de vue des propriétés de ce truc-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce caractère mécaniquement réversible. Alors, mécaniquement réversible, c'est forcément quasi statique. Parce que si on est à tout moment avec une pression environ égale à la pression extérieure, c'est qu'on est à tout moment quasiment à la pression d'équilibre, et donc que on évolue en passant d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Bon, mais c'est pas forcément réversible. On peut être mécaniquement réversible sans être réversible, puisque on a une pression, hein, si on a des petits frottements par exemple, qui vont changer les choses et un tout petit peu arrêter votre piston, faire des échauffements à l'extérieur, ça va empêcher la réversibilité, ça va empêcher le film de se tourner exactement de la même manière à l'envers, sans changer forcément le fait qu'on ait quasiment un équilibre des pressions de chaque côté. Donc le mécaniquement réversible, vous voyez que c'est pas réversible, c'est réversible d'un point de vue mécanique parce qu'on est à un équilibre de pression. Dernière chose, la plupart des évolutions quasi statiques sont mécaniquement réversibles. De sorte que la plupart du temps, on ne fait pas la distinction, on va confondre les deux, de sorte que on confonde souvent les deux notions, notamment dans les exercices. Alors là, il faut se dire, pourquoi ils font ça?
tout simplement parce que on fait un modèle. Si on vous annonce qu'une transformation est quasi statique, mais que vous auriez besoin en fait qu'elle soit mécaniquement réversible, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, vous dites visiblement ils veulent qu'on fasse le calcul de cette manière-là. Je vais rajouter cette petite hypothèse mécaniquement réversible, ça ne va pas changer grand-chose. Alors ça ferait hurler les mathématiciens. Si une fonction est continue, on ne sait pas si elle est dérivable. Si elle est dérivable, par contre, on sait qu'elle est continue. Mais rien ne vous empêche, dans un exercice, de d'abord chercher si ça marche pour une fonction dérivable, et puis ensuite de voir si, par exemple, ça ne vous donne pas une idée, dans un exercice de maths, pour le cas seulement continu. Là, très clairement, en physique, ce qu'on veut, c'est le résultat. C'est avoir un calcul, avoir une expression. Et faire des approximations là-dessus. Donc, si l'énoncé ne donne pas suffisamment d'approximation, vous pouvez dire, je rajoute une petite approximation supplémentaire, parce qu'elle va me permettre de faire le calcul et d'avancer. Puis si elle n'était pas nécessaire, ils vont peut-être aller un petit peu, mais si c'est pas trop en demandé, à la limite, ça va pas être très grave et ça nous permettra d'obtenir un résultat. Donc ça, histoire de ne pas avoir à marquer systématiquement mécaniquement réversible, je vous le dirai à l'oral quand on a besoin de mécaniquement réversible, au moins au début, mais après je vais écrire quasi statique comme dans la plupart des cours pour que vous ne soyez pas perdu si jamais vous regardez soit un exercice qui en parle, soit un cours annexe qui pourrait en parler aussi. Alors, dans le cas d'une transformation mécaniquement réversible, qu'est-ce qu'on peut dire sur le travail élémentaire? Comme la transformation est quasi statique, enfin mécaniquement réversible, donc on a transformation quasi statique, en fait mécaniquement réversible, donc à tout instant, c'est encore marqué là, la pression P du fluide est environ égale à la pression extérieure. Donc P, c'est à peu près égal à la pression extérieure tout au long de votre évolution. Et si c'est le cas, étant donné que le travail, c'était égal, à moins Px dV, alors c'est même le travail élémentaire, c'est-à-dire c'est celui-ci. Donc le travail c'était moins Px de dV, Px c'est P, donc je peux écrire que c'est moins P dV. Donc j'ai une expression qui ne fait plus intervenir la pression extérieure, mais qui fait intervenir la pression du système. Donc en l'occurrence, par exemple si j'ai un gaz parfait, PV égale nRT, je peux exprimer P en fonction de V et puis avoir une expression explicite de votre travail. Et notamment, si je fais ça sur une transformation finie, si j'avais le résultat pour un travail élémentaire, sur la transformation finie, par définition, le travail, c'est la somme de l'état initial à l'état final de tous les petits travaux. Donc, c'est la somme du volume initial au volume final des moins P dV. Voilà, on l'écrit très souvent moins l'intégrale des PDV, mais il ne faut pas l'oublier ce moins, c'est vraiment important. Parce que si vous l'avez dans le mauvais sens, toutes vos interprétations vont être à l'envers par la suite en tant que réfléchir, est-ce que le système reçoit du travail ou donne du travail à l'extérieur. Bon, on va s'intéresser à une interprétation graphique. Alors j'ai fait toute une série de petites vidéos sur les diagrammes de Clapeyron à usage des SP, justement pour revenir sur ce terme-là. Donc c'est bien que c'est un truc qui est important. Donc interprétation graphique, on va regarder les diagrammes de Clapeyron et de Watt. Les diagrammes de Clapeyron et de Watt sont tous les deux des diagrammes qui représentent la pression en fonction du volume. Alors, ce n'est pas tout à fait le même volume. Pour Clapeyron, ça va être le volume massique, dont on a parlé dans le chapitre précédent, PV. Et puis pour Watt, on fait intervenir directement le volume de votre système. Bon. Quand on a ces expressions-là, alors
c'est plutôt Watt qui va nous intéresser parce que vous allez voir que ça fait intervenir directement celui qui est ici et ça va nous permettre de représenter et de visualiser ce travail et de savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors, si je fais le diagramme de Watt, pression en fonction du volume, que je pars d'un point I, que j'arrive à un point F, et puis j'ai une évolution qui peut faire des choses, alors on va faire des choses quand même qui ne reviennent pas en arrière, dans un premier temps. Donc on prend une évolution qui se déplace là par exemple vers la gauche. Alors là vous pouvez tout de suite me dire quel est le signe du travail que je vais devoir obtenir. J'ai un gaz ou un fluide qui est comprimé et donc vous voyez que vous devez faire un effort pour réussir à le comprimer. Donc c'est vous qui fournissez du travail à votre système. Le système reçoit un travail positif. Quand je regarde l'expression du travail sous la forme l'intégrale des moins PDV, du volume initial au volume final. Vous vous rendez compte que ce truc-là, c'est l'air qui va être sous la courbe. Interprétation mathématique de l'intégrale en tant qu'air sous la courbe. Et donc, visuellement, vous pouvez essayer d'estimer. Alors, la question, c'est est-ce que c'est plus l'air ou est-ce que c'est moins l'air? Donc là, c'est plus l'air si le volume initial est supérieur au volume final. C'est moins l'air si au contraire, le volume initial est inférieur au volume final. Avec l'air, une quantité positive. C'est vraiment l'air sous la courbe en sens géométrique et non algébrique. Donc là, le système reçoit un travail si le volume initial est supérieur au volume final. Pourquoi? Parce que l'intégrale de VI à VF, vous voyez, elle va dans le mauvais sens, elle est négative, et comme je fais moins cette intégrale, j'ai finalement un truc qui est bien positif. Donc je me retrouve avec une interprétation graphique facile du travail. C'est l'air sous la courbe, donc le travail. C'est l'air AIRE sous la courbe. Après, à vous de réfléchir pour savoir dans quel est le signe que vous avez, mais il faut bien se dire, si je comprime, je dois obtenir un travail, le système, le gaz, c'est toujours le gaz, reçoit de l'énergie, donc c'est moi qui lui fournis de l'énergie en le comprimant, et si au contraire, il est en train de s'étendre, le gaz, c'est à lui de pousser vers l'extérieur, c'est lui qui donne de l'énergie à l'extérieur, donc il reçoit, parce que c'est toujours le travail reçu par le gaz, il reçoit une énergie qui est négative. Alors ces diagrammes ont un certain sous-entendu de ces diagrammes. Et sous-entendu en question, c'est que pour pouvoir le représenter, il faut que la pression soit bien définie à tout moment. Donc forcément que le système a subi une transformation mécaniquement réversible, donc une transformation quasi-statique. Donc P doit être bien défini à tout moment pour pouvoir représenter ça. Et donc, la transformation doit être au moins quasi-statique. Donc si vous cherchez avec ferveur l'hypothèse de quasi-staticité dans votre exercice, parce que ça va vous simplifier les choses, et qu'elle n'y est pas, ils n'ont pas marqué, mais qu'ils ont dit, voilà, la représentation de l'évolution dans le diagramme de Watt ou dans le diagramme de Clapeyron, c'est ça, ça veut dire qu'en fait, votre pression elle était bien définie et que vous avez le droit de supposer votre évolution quasi-statique pour faire vos calculs. Alors, il nous reste le cas particulier important un cycle. Qu'est-ce qui se passe si vous revenez au même endroit? Donc quand vous faites un cycle,
vous avez votre diagramme pression-volume. Vous partez d'un point A, hop, on se balade comme ça, jusqu'au point B. Et puis du point B, j'ai envie de revenir au point A. Sauf que je ne reviens pas de la même manière. Par exemple, je fais un truc comme ça. Donc, je suis de retour au point A. Comment est-ce que je calcule le travail? Je peux essayer de faire une visualisation directe. Vous avez que le travail pour aller de A à B, c'est, on va dire, l'air A1. Il est positif puisqu'on a une compression, donc on reçoit de l'énergie. Pour aller au contraire de B à A, c'est l'air qui est là. Donc je vais noter ça géométriquement à 2. Donc c'est égal à moins A2. Donc je me retrouve que pour le cycle, le travail reçu lors du cycle pour aller de A à B puis de B à A, le travail reçu lors du cycle, ça va être la somme des deux travaux. Je vais d'abord jusqu'à B, puis je reviens en allant à A. Et donc ça va être A1, la première aire, moins A2, la deuxième aire. Là, en l'occurrence, vous voyez que comme A2 est plus grand que A1, ici, c'est le cycle, on obtient un travail négatif. Et on a parcouru le système en sens horaire. Donc, lorsqu'on parcourt le système en sens horaire, lorsque le gaz est revenu à son point de départ, d'un point de vue net, il a donné à l'extérieur un travail mécanique, qu'il a perdu de l'énergie sous forme de travail. Il a fourni un travail à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle un cycle moteur. Un cycle moteur, puisque vous, ce qui vous intéresse, vous êtes l'extérieur, vous n'êtes pas le gaz, vous voulez récupérer du travail mécanique, mais à l'extérieur. Donc le cycle moteur, car le gaz ou le fluide a donné un travail à l'extérieur. Il a donné un travail positif à l'extérieur et il a reçu un travail négatif. C'est vraiment important, cette idée de positif-négatif. Si au contraire, vous faites un cycle dans l'autre sens, donc je prends toujours mon A, mon B, mais je vais tourner cette fois-ci dans le sens trigo, vous voyez que là, alors on va garder A1 et A2, là j'ai A1, là j'ai A2, vous avez toujours que le travail sur le cycle, puisque j'ai gardé les mêmes notations, il va s'écrire A1 moins A2. Et cette fois-ci, il va être positif. Ce travail positif, parce que l'air en haut est plus grande que l'air de la partie basse. Et donc, quand je fais la différence des deux, je me retrouve avec un truc positif. C'est ce qu'on appelle un cycle récepteur, c'est-à-dire que pour fonctionner de manière nette, au cours d'une évolution, il leur a fallu fournir un travail, les récepteurs de travail. Et vous verrez plus tard un moyen mnémotechnique qui est que les frigos, les réfrigérateurs par exemple, sont des appareils qui ont besoin qu'on leur fournisse un travail mécanique au fluide qui circule à l'intérieur de votre frigo. Et ce travail mécanique est fourni au niveau du compresseur qui lui-même reçoit en fait un travail électrique de la part du réseau électrique, parce que vous avez votre frigo, il doit être branché. S'il n'est pas branché, il ne va pas fonctionner. Et donc, ce cycle récepteur, vous voyez, frigo-trigo, ça vous permet de retenir dans le bon sens. Et du coup, par opposition, si vous allez dans le sens horaire, vous allez avec un travail, vous aurez un cycle qui va être un cycle moteur. Donc ça, à retenir, le sens horaire correspond à un cycle moteur et le sens trigo correspond à un cycle récepteur.